Bonsoir et bienvenue dans un nouveau voyage à travers les siècles. Ce soir, nous quittons les châteaux de pierre pour nous plonger dans l'effervescence des routes commerciales. Là où l'Europe médiévale bat au rythme des échanges et des fortunes qui se font et se défont. Nous voici transportés dans la Champagne du XIIIe siècle, au cœur de Provins. Cette ville prospère qui accueille l'une des plus grandes foires de la chrétienté. Si ces récits vous apportent la sérénité dont vous avez besoin pour trouver le sommeil, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et dites-moi d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. Il y a quelque chose de réconfortant à savoir que nous sommes nombreux, dispersés dans le monde, à nous endormir sur ces mêmes histoires qui ont façonné notre civilisation. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez-vous porter par les bruits de cette foire médiévale où se mêlent toutes les langues d'Europe, où s'échangent les trésors de l'Orient et où se nouent les destins de marchands venus des quatre coins du monde connu. Nous sommes en l'an de grâce 1243, au mois de mai, quand la nature renaît et que les routes deviennent à nouveau praticables après les rigueurs de l'hiver. Dans les rues de Provins, l'animation bat son plein car s'ouvre aujourd'hui la grande foire de la Saint-Ayoul, l'une des 6 foires de Champagne qui rythment l'année commerciale de l'Europe entière. Cette ville fortifiée, qui compte près de 15 000 habitants, se transforme pour quelques semaines en capitale économique du monde occidental. Maître Gauthier de Provins, bourgeois prospère et organisateur de la foire, s'éveille avant l'aube dans sa demeure de pierre située près de la halle aux rats. Cet homme de 50 ans, au visage énergique encadré d'une barbe poivre et sel, porte sur ses épaules la responsabilité de cette gigantesque entreprise commerciale. Car organiser une foire médiévale, c'est coordonner l'arrivée de milliers de marchands, assurer leur sécurité, contrôler la qualité des marchandises, percevoir les taxes et maintenir l'ordre dans cette babel commerciale. Sa maison, construite selon le style bourgeois champenois, témoigne de sa prospérité. Les murs de pierre blonde, les fenêtres à meneaux, la tourelle d'escalier et surtout cette façade ornée de sculptures délicates proclament sa réussite sociale. Car en cette époque où l'argent commence à rivaliser avec la naissance, un riche marchand peut prétendre au même rang qu'un petit seigneur rural. Dame Agnès, son épouse, fille d'un drapier de Rheims, l'accompagne dans cette réussite. Cette femme de 45 ans, à la beauté encore éclatante malgré les années, incarne parfaitement cette nouvelle bourgeoisie urbaine qui commence à transformer l'Europe. Vêtue d'un surcot de drap fin aux couleurs chatoyantes, parée de bijoux d'orfèvrerie parisienne, elle rivalise d'élégance avec les dames de la petite noblesse. Leurs enfants représentent l'avenir de cette classe montante. Guillaume, l'aîné, a 20 ans et étudie le droit à l'université de Paris pour devenir peut-être avocat ou notaire. Marie, 18 ans, est promise au fils d'un banquier italien de Plaisance, alliance qui consolidera les relations commerciales de la famille. Petit Gauthier, 12 ans, apprend déjà les rudiments du négoce en aidant son père à tenir les comptes de la foire. Car la réussite commerciale exige désormais une véritable éducation technique. Il faut savoir lire et écrire, bien sûr, mais aussi compter, mesurer, peser, évaluer. Il faut connaître les monnaies de tous les pays, les unités de mesure qui varient d'une région à l'autre, les qualités des différentes marchandises. Un bon marchand doit être à la fois mathématicien, géographe, linguiste et psychologue. Maître Gauthier descend dans son bureau, pièce voûtée du rez-de-chaussée où s'entassent les registres, les lettres de change et les échantillons de marchandises. Sur sa table de travail s'étalent les documents qui témoignent de l'ampleur des échanges, contrats avec des marchands génois pour l'importation de soie grège, accords avec des drapiers flamands pour la livraison de draps fins, lettres de banquiers florentins qui avancent les fonds nécessaires aux opérations. Cette correspondance révèle l'extraordinaire réseau commercial qui s'est tissé autour des foires de Champagne. Les marchands viennent de Flandre avec leurs draps réputés dans toute l'Europe, d'Italie avec leurs soieries et leurs épices orientales, d'Allemagne avec leurs fourrures et leurs métaux précieux, d'Angleterre avec leur laine de qualité exceptionnelle, d'Espagne avec leurs cuirs et leurs chevaux andalous. Mais Provins n'est pas seulement un marché, c'est aussi un centre financier de première importance, car ces échanges massifs nécessitent des techniques bancaires sophistiquées que les marchands italiens ont développées avec un génie particulier. Les lettres de change permettent de transférer des fonds sans transporter d'espèces, évitant ainsi les risques de vol sur les routes dangereuses. Les banquiers lombards et toscans installent à Provins des comptoirs permanents qui irriguent toute l'Europe de leurs capitaux. Dans la rue principale qui mène à la Grande Halle, l'animation commence dès l'aube. Les premiers marchands arrivent avec leurs chariots chargés de marchandises, précédés d'éclaireurs qui négocient l'emplacement des étals, car la place est chère, et la réussite d'un marchand dépend souvent de la qualité de son emplacement. Être installé près de l'entrée principale assure une clientèle nombreuse,
mais être relégué dans une rue secondaire peut compromettre toutes les opérations. Maître Renaud de Bruges dirige une caravane de 40 chariots qui transportent les draps les plus fins de Flandre. Cet homme de 40 ans, au teint pâle des gens du Nord, porte le costume traditionnel des marchands flamands, chape de drap sombre, chaperon de feutre et surtout cette bourse de cuir pendue à la ceinture qui témoigne de sa richesse. Il connaît les foires de Champagne depuis 20 ans et a tissé des relations durables avec les organisateurs. Ces draps, tissés dans les ateliers de Bruges et de Gand par les meilleurs artisans d'Europe, représentent le summum de l'art textile médiéval. Ces étoffes aux couleurs éclatantes, obtenues grâce aux teintures les plus rares, rivalisent avec les soieries italiennes pour séduire la clientèle aristocratique. Un drap de Bruges peut valoir autant qu'un cheval de guerre, et les plus belles pièces sont réservées aux cours royales. Maître Antonio de Gênes arrive par la route de Ltay avec une caravane plus modeste mais infiniment plus précieuse. Ces ballots contiennent des trésors de l'Orient, soit de Byzance au reflet changeant, épices des Indes qui valent leur pesant d'or, pierres précieuses de Ceylan qui orneront les couronnes des rois. Ce Génois de 35 ans, au regard vif et à la barbe noire soigneusement taillée, incarne cette nouvelle génération de marchands italiens qui révolutionnent le commerce européen. Sa richesse ne vient pas seulement de ses marchandises, mais surtout de sa science financière. Antonio maîtrise l'art de la lettre de change, connaît les taux de change de toutes les monnaies européennes, sait spéculer sur les fluctuations du marché. Il représente à Provins une compagnie génoise qui possède des comptoirs de Constantinople à Séville, de Londres à Alexandrie. Maître Johann de Cologne apporte les produits de l'Empire germanique. Fourrure de Russie au poil soyeux, ambre de la Baltique couleur de miel. Métaux précieux des mines de Bonn, cuir de Hongrie réputé pour leur souplesse. Cet Allemand robuste, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, représente la puissance commerciale de la Hanse qui unit les villes du Nord dans un réseau économique redoutable. Les routes qu'il a parcourues pour atteindre Provins témoignent de l'extraordinaire développement des voies commerciales médiévales. Parti de Cologne, il a descendu le Rhin jusqu'à Bâle, puis traversé la Franche-Comté par les cols alpins, avant de rejoindre la Champagne par les routes que protègent les comtes de cette province. Éclairé, ce voyage de 3 semaines illustre les prouesses logistiques de l'époque. Dame Malie de Dara, l'une des rares femmes marchandes de la foire, dirige une entreprise familiale spécialisée dans la mercerie fine. Veuve d'un drapier prospère, elle a su conserver et développer l'affaire de son époux défunt, prouvant que les femmes peuvent réussir dans le commerce quand les circonstances le permettent. Ces étals proposent tout ce qui paraît embelli, rubans de soie, dentelles précieuses, boutons d'orfèvrerie, miroirs de métal poli. Cette réussite féminine reste exceptionnelle mais témoigne de l'évolution des mentalités. Dans les villes commerçantes, les femmes acquièrent progressivement des droits que leur refuse encore la société rurale. Elles peuvent hériter, administrer des biens, passer des contrats. Cette émancipation relative préfigure les transformations sociales des siècles suivants. Les artisans locaux ne sont pas en reste. Maître Pierre L'Orfèvre a installé son atelier temporaire sous les halles pour profiter de la clientèle cosmopolite de la foire. Ses créations allient la tradition française à l'influence des arts orientaux rapportés par les croisés. Ses coupes ciselées, ses reliquaires ornés de gemmes, ses bijoux aux formes raffinées attirent une clientèle internationale qui apprécie le savoir-faire français, car Provins n'est pas seulement un lieu d'échange, c'était aussi un centre de production. Les ateliers de la ville travaillent à plein régime pour satisfaire la demande de la foire. Tanneurs, tissants, orfèvres, armuriers rivalisent d'ingéniosité pour créer des produits qui séduiront cette clientèle exigeante. Venus de toute l'Europe, frère Thomas de Saint-Denis représente les intérêts de la puissante abbaye royale, ce moine lettré, familier des cours princières, négocie l'achat de tissus précieux pour les ornements liturgiques et les présents diplomatiques, car l'Église est l'un des principaux clients de la foire, consommant d'énormes quantités de produits de luxe pour ses cérémonies et ses constructions. Sa présence rappelle que le commerce médiéval ne sépare jamais le sacré du profane. Les marchands commencent leurs transactions par une prière, les contrats sont signés devant un crucifix. Les serments commerciaux engagent l'âme autant que la fortune. Cette imprégnation religieuse donne aux foires un caractère particulier qui les distingue des simples marchés. Messire Thibaut de Champagne, frère du comte régnant, veille personnellement au bon déroulement de la foire. Ce seigneur de 30 ans, formé aux meilleures écoles chevaleresques mais ouvert aux réalités économiques de son temps, incarne cette noblesse éclairée qui a fait la prospérité de la Champagne. Il comprend que la richesse des foires profite à tous, aux marchands qui y font fortune, aux artisans qui y trouvent du travail, aux seigneurs qui en tirent d'importants revenus fiscaux, car les foires de Champagne bénéficient d'une protection seigneuriale exceptionnelle. Les comtes de cette province ont compris très tôt
L'intérêt économique de ces rassemblements commerciaux. Ils garantissent la sécurité des routes, accordent des privilèges fiscaux attractifs, créent une justice commerciale rapide et équitable. Cette politique visionnaire fait de la Champagne l'entrepôt de l'Europe pendant près de 2 siècles, dans les auberges qui bordent les principales artères. L'animation est à son comble. L'Écu de France, l'auberge la plus réputée de Provins, accueille les marchands les plus fortunés dans des chambres relativement confortables. Maître Geoffroy l'aubergiste, ancien marchand reconverti dans l'hôtellerie, sait recevoir cette clientèle cosmopolite qui a des exigences particulières en matière de cuisine et de couchage, car chaque nationalité a ses habitudes alimentaires, ses coutumes religieuses, ses façons de négocier. Les Italiens aiment les mets épicés et négocient en gesticulant. Les Flamands préfèrent la bière à l'eau et discutent méthodiquement. Les Allemands consomment beaucoup de viande et tranchent rapidement leurs affaires. Un bon aubergiste doit connaître tous ces usages pour satisfaire sa clientèle. Les serviteurs de l'auberge parlent plusieurs langues et servent d'interprètes dans les négociations délicates, car les foires de Champagne sont une véritable école de langue où se mélangent le français, le flamand, l'italien, l'allemand, l'anglais et même l'arabe des marchands andalous. Cette babelle commerciale favorise les échanges culturels autant qu'économiques. Dans les écuries attenantes, on soigne les chevaux de trait qui ont transporté les marchandises sur des centaines de kilomètres. Ces animaux, véritables moteurs de l'économie médiévale, méritent tous les soins car leur santé conditionne la réussite des expéditions commerciales. Palefreniers et maréchaux ferrants travaillent jour et nuit pour maintenir en état cette cavalerie marchande. Les chariots même témoignent des progrès techniques de l'époque. Ces véhicules, robustes, renforcés de ferrures et couverts de bâches imperméables, peuvent transporter des charges considérables sur de longues distances. Leur construction fait appel aux meilleurs artisans, charrons, forgerons. Selliers rivalisent d'ingéniosité pour créer des moyens de transport toujours plus efficaces. À la tombée du jour, quand les dernières négociations s'achèvent et que les étals se ferment, Provins prend un aspect différent. Les lanternes s'allument aux fenêtres des auberges. Les marchands se retrouvent autour des tables pour partager leurs expériences de la journée. Les nouvelles du voyage, les espoirs de profit futur. Ces repas en commun sont l'occasion d'échanges qui dépassent largement le commerce. On y apprend les dernières nouvelles politiques, les innovations techniques, les découvertes géographiques. Un marchand vénitien raconte ses voyages en Orient. Un négociant londonien décrit l'organisation du commerce de la laine. Un banquier florentin explique ses nouvelles techniques comptables. Car les foires médiévales sont aussi des centres d'information où circulent les nouvelles plus vite que dans les chancelleries royales. Un marchand bien informé possède un avantage décisif sur ses concurrents. Et l'art de collecter et d'interpréter les informations fait partie intégrante du métier commercial. Dans sa demeure, Maître Gauthier fait le bilan de cette première journée. Les premières transactions sont encourageantes, les grands marchands ont trouvé leur emplacement. Les autorités locales coopèrent efficacement. Tout laisse présager une foire prospère qui consolidera la réputation de Provins et enrichira tous les participants. Mais il sait aussi que les vraies affaires ne font que commencer. Les premiers jours servent surtout à prendre la température du marché, à évaluer la qualité des marchandises proposées, à nouer les contacts préliminaires. Les grandes transactions interviendront dans les jours suivants, quand la confiance se sera établie et que les prix auront trouvé leur niveau d'équilibre. Car le commerce médiéval obéit à des règles psychologiques subtiles. Il faut savoir attendre le bon moment, ne pas montrer sa hâte, laisser mûrir les négociations. Un marchand pressé est un marchand perdant. Et la patience constitue l'une des principales vertus commerciales. Dame Agnès supervise les préparatifs du souper qui réunira quelques-uns des principaux marchands étrangers. Ces réceptions privées permettent de consolider les relations d'affaires dans un cadre plus intime que les négociations publiques, autour d'une table bien garnie. Les langues se délient et les projets se précisent. Le menu prévu témoigne de l'internationalisation des goûts, soupe aux épices orientales, poisson d'eau douce accompagné de sauces italiennes, viande rôtie selon la mode flamande, dessert aux fruits confits d'Espagne. Cette cuisine cosmopolite illustre les influences culturelles qui s'exercent grâce au commerce international. Dans les rues de Provins, l'animation ne cesse pas avec la nuit. Des patrouilles de sergents à cheval veillent à la sécurité des marchands et de leurs biens, car la richesse concentrée attire les convoitises. Et les organisateurs de la foire prennent toutes les précautions pour éviter les vols et les agressions qui compromettraient la réputation de leur marché. Cette protection efficace constitue l'un des atouts majeurs des foires de Champagne. Ailleurs en Europe, les marchands voyagent en convoi armé et acceptent de lourdes pertes dues au brigandage. En Champagne, ils peuvent circuler en sécurité et concentrer leurs efforts sur leurs activités commerciales. Ainsi s'achève cette première journée de la grande foire de Provins. Prélude à 3 semaines d'intenses activités commerciales qui verront passer les fortunes
Se nouer des alliances, s'échanger les richesses de l'Europe entière. Demain, quand l'aube se lèvera sur les toits de la ville, l'animation reprendra de plus belle dans cette capitale temporaire du commerce européen. L'après-midi s'installe doucement sur le château de Roque-Perdrix, apportant avec elle cette lumière dorée si particulière à la Provence, qui caresse les pierres chaudes des remparts et fait danser les ombres dans la cour d'honneur. Les audiences matinales terminées, Messire Bertrand a rendu sa justice avec la sagesse d'un roi Salomon. Et maintenant, le château reprend son rythme paisible de grande demeure seigneuriale, dans les appartements de Dame Isabelle. L'heure est à la broderie et à la conversation raffinée. La dame du château s'est installée près de la fenêtre qui donne sur les jardins. Entourée de ses dames de compagnie et de sa fille Alix, elles travaillent ensemble à une tenture, destinée à orner la chapelle et une annonciation aux couleurs éclatantes, où l'ange Gabriel tend son lys vers une vierge au visage de porcelaine. Les fils d'or et de soie s'entremêlent sous leurs doigts habiles, créant peu à peu cette œuvre d'art qui témoignera pendant des siècles de leur piété et de leur talent. Dame Marguerite de Beau, cousine d'Isabelle et veuve du seigneur de Tarascon, a pris ses quartiers au château pour quelques semaines. Cette femme de 45 ans, d'une beauté encore frappante malgré les années, apporte avec elle toute l'élégance de la cour pontificale d'Avignon. Elle raconte les dernières nouvelles de la ville sainte, les fêtes données par sa sainteté Clément, VI, les ambassades venues de toute la chrétienté, les artistes italiens qui décorent le palais papal de fresques merveilleuses. Ces récits enchantent Alix, qui rêve de connaître un jour cette vie de cour raffinée. Dame Marguerite lui enseigne les dernières modes venues d'Italie, la façon de porter le voile, l'art de se parfumer avec des essences de rose et de jasmin, les pas de danse que l'on pratique dans les palais, car une demoiselle de noble naissance doit savoir s'adapter aux usages de son temps. Et les modes d'Avignon font autorité dans toute l'Europe, mais Dame Isabelle veille à ce que ça. Puis n'oublie pas les vertus essentielles. Entre deux leçons de maintien, elle lui fait lire des passages de la légende dorée de Jacques de Voragine, qui raconte la vie des saints. Elle lui explique que la vraie beauté vient de l'âme, que la noblesse du cœur vaut plus que celle du sang, que la charité chrétienne doit guider tous les gestes d'une dame de qualité. Dans la chambre voisine, Petite Pierre récite ses leçons de latin sous la férule de Domanson. Ce garçon de 8 ans montre des dispositions remarquables pour les lettres, il déchiffre déjà couramment les textes sacrés, connaît par cœur de longs passages des évangiles, et commence à comprendre les subtilités de la grammaire latine. Domanson, qui fut un brillant théologien avant de devenir chapelain de château, prend un plaisir évident à former cette jeune intelligence. L'éducation de Pierre ne se limite pas aux lettres. Domanson lui enseigne aussi l'arithmétique, indispensable pour la gestion d'un domaine, la géographie, nécessaire pour comprendre le monde et même les rudiments de l'astronomie. Cette science qui permet de calculer les fêtes religieuses et de prévoir les saisons, car un clerc du XIVe siècle doit posséder une culture universelle, être capable de discuter aussi bien de théologie que de médecine, de droit canon que de philosophie naturelle. Dans la bibliothèque du château, aménagée dans une tour ronde, s'alignent près de 60 volumes. Richesse considérable pour l'époque. On y trouve les livres indispensables à l'éducation d'un noble, les saintes écritures, les œuvres des pères de l'Église, les chroniques royales, les romans de chevalerie, les traités de médecine et de vétérinaire, les livres de contes et de coutumes. Chaque volume, copié à la main sur parchemin, enluminé de miniatures précieuses, relié de cuir et orné de fermoirs de bronze, représente une fortune. Messire Bertrand possède notamment un exemplaire du roman de la Rose, ce chef-œuvre de la littérature courtoise qui fait les délices des cours seigneuriales. Il s'agit d'un manuscrit magnifique, orné de 150 miniatures qui illustrent les aventures de l'amant en quête de sa rose. Ce livre, qui lui a coûté l'équivalent de 20 chevaux de guerre, témoigne de son goût pour les lettres et de sa volonté d'égaler en magnificence les plus grands seigneurs du royaume. Mais la bibliothèque contient aussi des ouvrages plus pratiques, un traité sur l'art de la guerre, écrit par Végès, un manuel de fauconnerie composé par l'empereur Frédéric II, un livre de recettes culinaires copié dans les cuisines du roi de France, un herbier décrivant les vertus médicinales des plantes de Provence, car un seigneur du XIVe siècle doit être un homme complet, capable de commander à la guerre comme en temps de paix, de gérer un domaine comme de recevoir des ambassadeurs. Dans les cuisines du château, Maître Foulque prépare le repas de midi avec l'aide de ses marmitons. Aujourd'hui, menu de choix, le château reçoit Messire Raymond de Toulouse, seigneur voisin venu négocier un mariage entre sa fille et Hugues de Roque-Perdrix. Il faut donc sortir la vaisselle d'appareil et composer un menu digne de l'occasion. Au centre de la table trônera un paon rôti dans ses plumes, spécialité que Maître Foulque réussit à merveille. L'oiseau est d'abord déplumé et désossé avec une habileté consommée,
puis farci d'un mélange de chair de porc, d'œufs, d'épices et d'herbes aromatiques. Ensuite, il est rôti à la broche en étant constamment arrosé de vin blanc et de verjus. Enfin, au moment de servir, on le part de nouveau de ses plumes en éventail, et on dore son bec et ses pattes avec de la feuille d'or. Le résultat est un plat somptueux qui émerveille les convives et fait honneur à la maison. Autour de cette pièce maîtresse s'ordonnent d'autres mets non moins raffinés, une lamproie gelée, des chapons aux épices, un pâté de venaison aux pistaches, des poissons de l'étang de berre accommodés à la bourride, des légumes confits dans le miel, des fruits de la dernière récolte conservés dans le sucre, car la cuisine seigneuriale du XIVe siècle rivalise déjà en raffinement avec celle des plus grands restaurants modernes. Les vins aussi sont choisis avec soin, un rouge corsé de Châteauneuf pour accompagner les viandes, un blanc sec de Cassis pour les poissons, un muscat de Frontignan pour les desserts. Messire Bertrand possède dans ses caves quelques jarres d'un vin grec exceptionnel rapporté de Constantinople par un marchand génois. Ce nectar, vieux de 10 ans, sera réservé au toast final qui scellera peut-être l'alliance matrimoniale, car ce repas n'est pas qu'un plaisir gastronomique. C'est un acte politique. L'art de recevoir fait partie des devoirs seigneuriaux au même titre que l'administration de la justice ou la défense du territoire. Un banquet réussi peut consolider une alliance, sceller un traité, impressionner un rival. À l'inverse, une réception d'un clé peut offenser un invité et compromettre des négociations importantes. Dans la cour d'honneur, les palefreniers scellent les chevaux de Messire Bertrand et de son fils Hugues, car l'après-midi sera consacré à une partie de chasse. Divertissement favori de la noblesse médiévale, cette chasse n'est pas seulement un loisir. C'est un entraînement militaire qui entretient la forme physique des chevaliers et leur apprend l'art de la stratégie. Poursuivre un cerf dans les bois demande les mêmes qualités que traquer un ennemi sur un champ de bataille, rapidité de décision, coup d'œil sur endurance, courage. La meute du château compte une vingtaine de chiens de chasse, soigneusement sélectionnés et dressés par maître Guilhem, le veneur. Ces animaux, croisement de lévrier et de matin, possèdent à la fois la vitesse nécessaire pour rattraper le gibier et la force suffisante pour le tenir en respect. Leur éducation demande des années de patience et d'expertise, car un bon chien de chasse vaut parfois plus cher qu'un destrier. Messire Raymond de Toulouse arrive au château vers l'heure de nonne, escorté d'une dizaine de cavaliers. C'est un homme de 50 ans, au visage énergique marqué par une longue cicatrice qui lui barre la joue gauche. Souvenir d'un combat contre les routiers aragonais. Sa réputation de brave et de bon seigneur l'a précédé, et Messire Bertrand l'accueille avec tous les honneurs dus à son rang. Les négociations matrimoniales se déroulent selon un rituel immuable. D'abord, les deux seigneurs évoquent leurs souvenirs communs. Ils ont combattu ensemble lors de la campagne de Guyenne, ont participé au même tournoi à Arles, se connaissent depuis 20 ans. Cette amitié ancienne facilite les discussions, car on négocie plus aisément avec un ami qu'avec un étranger. Puis vient l'examen des questions pratiques. Demoiselle Béatrice de Toulouse, fille de Messire Raymond, apportera en dot les revenus de 2 métairies, plus une somme de 1000 livres tournois en espèces sonnantes. En contrepartie, Hugues recevra à sa majorité la seigneurie de Pierrefeu, fief relevant de Roqueperdrix qui rapporte chaque année 100 livres de rente. L'accord semble équitable aux deux parties, mais au-delà des aspects financiers, c'est la qualité des lignages qui importe le plus. Les Toulouse descendent en ligne directe des comtes de cette ville, et leur blason porte la croix de Languedoc. Les Roqueperdrix, quant à eux, prétendent remonter jusqu'aux compagnons de Charlemagne, et leur devise roque que rien ne peut témoigne de leur fierté ancestrale. Cette union unira deux des plus nobles maisons de Provence. Le contrat sera signé après les fêtes de Pâques, et le mariage célébré l'année suivante quand Hugues aura atteint ses 15 ans. En attendant, Demoiselle Béatrice viendra passer quelques semaines au château pour faire connaissance avec sa future belle famille, car même dans les mariages arrangés, on s'efforce de créer un minimum d'affinité entre les époux. Dame Isabelle accueille ces nouvelles avec satisfaction. Elle connaît la famille de Toulouse pour sa piété et ses bonnes mœurs. Demoiselle Béatrice, dit-on, brode comme un ange, chante avec une voix pure, et sait tenir une conversation en 3 langues. De plus, à 14 ans, elle possède déjà cette grâce naturelle qui fait les grandes dames. Hugues aura là une épouse digne de son rang. Messire Bertrand, de son côté, se félicite de cette alliance sur le plan politique. Les terres de Toulouse touchent les siennes au nord, et cette union renforcera considérablement sa position dans la région. De plus, Messire Raymond possède des relations à la cour pontificale d'Avignon, ce qui pourrait s'avérer utile pour obtenir des privilèges ou des dispenses. L'accord conclu, les deux seigneurs se dirigent vers la chapelle pour entendre vêpres ensemble, car il convient de
placer cette alliance sous la protection divine et de demander à Dieu de bénir l'union future. Dom Ansum célèbre l'office avec une solennité particulière. Et sa voix monte vers les voûtes en portant les paroles séculaires qui sanctifient tous les grands moments de l'existence humaine. Après la prière vient l'heure du banquet, dans la grande salle, tendue de ses plus belles tapisseries illuminées par 100 chandelles de cire pure. La table d'honneur a été dressée avec un luxe exceptionnel. Nappes de lin damassé, vaisselle d'argent doré, gobelets de cristal de Venise. Tout concourt à créer un décor digne des plus grandes occasions. Les invités prennent place selon un ordre strict qui reflète la hiérarchie nobiliaire, Messire Raymond à la droite de son hôte, Dame Marguerite de Beau à la gauche de Dame Isabelle. Les écuyers aux extrémités de la table. Les dames portent leurs plus beaux atours sur codeux. Soie, voiles brodés de perles, bijoux étincelants au feu des chandelles. Les seigneurs ont revêtu leurs cotsardies aux couleurs éclatantes, ornées de leurs armoiries brodées d'or. Le service est assuré par les pages du château, jeunes nobles en formation qui apprennent ainsi l'art de servir avant d'apprendre celui de commander. Ils présentent chaque plat avec une grâce parfaite, versent le vin sans en répandre une goutte, anticipent les besoins des convives avec une discrétion consommée, car l'art de la table fait partie intégrante de l'éducation chevaleresque. Maître Foulque a surpassé tous ses efforts habituels. Le pan rôti dans ses plumes fait sensation quand il entre en procession, porté par 4 valets et précédé d'un ménestrel qui chante ses louanges. La lamproie engelée, délicatement parfumée au gingembre, fond sur la langue comme un nectar divin. Les chapons aux épices révèlent toute la subtilité de la cuisine provençale qui sait allier les saveurs du terroir au parfum de l'Orient. Pendant le repas, un troubadour divertit l'assemblée de ses chants. Maître Père de Corde, poète réputé dans toute l'Occitanie, s'accompagne de sa vielle en interprétant un lait d'amour courtois. Sa voix mélodieuse raconte l'histoire d'un chevalier épris d'une dame inaccessible, qui accomplit 1000 exploits pour mériter un seul regard de celle qu'il aime. Ces récits de passion noble et d'héroïsme désintéressé transportent l'auditoire dans un monde idéal où l'amour transfigure l'existence. Dame Alix écoute avec ravissement ces histoires merveilleuses qui nourrissent ses rêves de jeune fille. Elle s'imagine en châtelaine de romans, inspiratrice de hauts faits, distributrice de récompenses aux preux chevaliers, car l'amour courtois, même s'il reste souvent platonique, donne un sens poétique à l'existence noble et transforme les relations sociales en œuvres d'art. Hugues, lui, préfère les chansons de gestes qui racontent les exploits de Roland et des 12 pères de Charlemagne. Ces récits épiques enflamment son imagination guerrière et lui donnent envie de se couvrir de gloire sur les champs de bataille. Il se voit déjà chargeant l'ennemi l'épée haute, défendant la chrétienté contre les infidèles, conquérant des royaumes lointains au nom de son roi. Petit Pierre, trop jeune encore pour comprendre toutes les subtilités de la poésie courtoise, s'intéresse davantage aux histoires de saints et de miracles que lui raconte Dom Ansum. Le chapelain possède un répertoire inépuisable de légendes pieuses, Saint-Martin partageant son manteau, Saint-Georges terrassant le dragon, Sainte Cécile convertissant ses bourreaux par la beauté de son chant. Ces récits merveilleux peuplent l'imaginaire de l'enfant et nourrissent sa foi naissante. Quand vient l'heure du coucher, les invités se retirent dans les chambres qui leur ont été préparées. Messire Raymond occupe la chambre d'honneur de la Touraie, tendue de tapisseries représentant l'histoire de Troie. Ses écuyers logent dans une pièce voisine, tandis que ses hommes d'armes trouvent place dans la salle des gardes, car l'hospitalité médiévale s'étend à toute la suite des invités, selon des règles précises qui garantissent le confort de chacun selon son rang. Dans sa chambre, Dame Isabelle fait le bilan de cette journée qui s'achève. Les négociations matrimoniales ont abouti, l'alliance est scellée, l'avenir de son fils assuré. Elle pense à demoiselle Béatrice qu'elle va bientôt accueillir comme une fille, aux petits-enfants qui naîtront de cette union, à la continuité de la lignée qui se perpétuera par-delà sa propre existence. Messire Bertrand, lui, révise mentalement les clauses du contrat qui sera signé le mois prochain. Cette alliance renforce sa position politique et assure l'avenir de son héritier. Mais surtout, elle s'inscrit dans cette logique féodale qui fait de chaque mariage un acte de gouvernement, de chaque union une alliance entre des familles, des terres
Des intérêts. Il songe à cette fiancée qu'il ne connaît pas encore mais qu'il épousera dans moins de l'un. Il se demande si elle est jolie, si elle saura l'aimer. Si elle lui donnera des fils dignes du nom qu'il porte. Car même dans les mariages arrangés, l'espoir de l'amour n'est jamais totalement absent. Et un garçon de 13 ans garde toujours le droit de rêver. Dans la tour de garde, les sentinelles veillent sous les étoiles. Leurs pas résonnent sur le chemin de ronde. Et leurs voix échangent les mots de passe rituels qui ponctuent les heures de la nuit. Car un château ne dort jamais complètement, il y a toujours des hommes en armes pour monter la garde, des serviteurs pour entretenir les feux, des clercs pour prier dans la chapelle. Au dehors, la Provence s'endort sous un ciel constellé d'étoiles. Les villages blottis dans la vallée éteignent une à une leur lumière, les bergers rassemblent leurs troupeaux autour des feux de camp. Les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle cherchent un abri pour la nuit. La vie continue son cours éternel. Rythmée par les cloches des églises et les saisons qui passent, mais au château de Roqueperdrix, tout est calme et sécurité, les murs épais protègent du vent et des intempéries, les réserves bien garnies mettent à l'abri de la famine, la garde vigilante écarte tout danger. C'est cela. La douceur de vivre dans un château médiéval, cette impression de sécurité absolue, de continuité des générations, de participation à un ordre millénaire voulu par Dieu lui-même. Et demain, quand le soleil se lèvera de nouveau sur les créneaux de pierre blonde, la vie reprendra selon le même rythme immémorial, messe matinale, audience judiciaire, entraînement militaire, travaux domestiques, prière du soir. Car c'est cela. L'essence de la civilisation médiévale, cette alternance parfaitement réglée entre le sacré et le profane, entre la guerre et la paix, entre les joies terrestres et l'espérance du salut éternel. De la campagne de Guyenne ont participé au même tournoi à Arles. Se connaissent depuis 20 ans. Cette amitié ancienne facilite les discussions. Car on négocie plus aisément avec un ami qu'avec un étranger. Puis vient l'examen des questions pratiques. Demoiselle Béatrice de Toulouse, fille de Messire Raymond, apportera en dot les revenus de 2 métairies, plus une somme de 1000 livres tournois en espèces sonnantes. En contrepartie, Hugues recevra à sa majorité la seigneurie de Pierrefeu, fief relevant de Roqueperdrix qui rapporte chaque année 100 livres de rente. L'accord semble équitable aux deux parties, mais au-delà des aspects financiers, c'est la qualité des lignages qui importe le plus. Les Toulouse descendent en ligne directe des comtes de cette ville et leur blason porte la croix de Languedoc. Les Roqueperdrix, quant à eux, prétendent remonter jusqu'aux compagnons de Charlemagne. Et leur devise roque que rien ne peut témoigne de leur fierté ancestrale, cette union unira deux des plus nobles maisons de Provence. Le contrat sera signé après les fêtes de Pâques, et le mariage célébré l'année suivante, quand Hugues aura atteint ses 15 ans. En attendant, demoiselle Béatrice viendra passer quelques semaines au château pour faire connaissance avec sa future belle famille, car même dans les mariages arrangés, on s'efforce de créer un minimum d'affinité entre les époux. Dame Isabelle accueille ces nouvelles avec satisfaction. Elle connaît la famille de Toulouse pour sa piété et ses bonnes mœurs. Demoiselle Béatrice, dit-on, brode comme un ange, chante avec une voix pure, et sait tenir une conversation en 3 langues, de plus à 14 ans. Elle possède déjà cette grâce naturelle qui fait les grandes dames. Hugoral a une épouse digne de son rang. Mais Sir Bertrand, de son côté, se félicite de cette alliance sur le plan politique. Les terres de Toulouse touchent les siennes au nord, et cette union renforcera considérablement sa position dans la région. De plus, Messire Raymond possède des relations à la cour pontificale d'Avignon, ce qui pourrait s'avérer utile pour obtenir des privilèges ou des dispenses. L'accord conclu, les deux seigneurs se dirigent vers la chapelle pour entendre vêpres ensemble, car il convient de placer cette alliance sous la protection divine et de demander à Dieu de bénir l'union future. Dom en somme célèbre l'office avec une solennité particulière, et sa voix monte vers les voûtes en portant les paroles séculaires qui sanctifient tous les grands moments de l'existence humaine. Après la prière vient l'heure du banquet. Dans la grande salle tendue de ses plus belles tapisseries, illuminée par 100 chandelles de cire pure, la table d'honneur a été dressée avec un luxe exceptionnel. Nappes de lin damassé, vaisselle d'argent doré, gobelets de cristal de Venise. Tout concourt à créer un décor digne des plus grandes occasions. Les invités prennent place selon un ordre strict qui reflète la hiérarchie nobiliaire. Messire Raymond à la droite de son hôte, Dame Marguerite de Beau à la gauche de Dame Isabelle. Les écuyers aux extrémités de la table. Les dames portent leurs plus beaux atours sur queue de soie, voiles brodées de perles, bijoux étincelant au feu des chandelles. Les seigneurs ont revêtu leurs cotsardioses, couleurs éclatantes ornées de leurs armoiries brodées d'or. Le service est assuré par les pages du château, jeunes nobles en formation qui apprennent ainsi l'art de servir avant d'apprendre celui de commander. Ils présentent chaque plat avec une grâce parfaite, versent le vin sans en répandre une goutte,
anticipe les besoins des convives avec une discrétion consommée, car l'art de la table fait partie intégrante de l'éducation chevaleresque. Maître Foulque a surpassé tous ses efforts habituels. Le pan rôti dans ses plumes fait sensation quand il entre en procession, porté par 4 valets et précédé d'un ménestrel qui chante ses louanges. La lamproie engelée, délicatement parfumée au gingembre, fond sur la langue comme un nectar divin. Les chapons aux épices révèlent toute la subtilité de la cuisine provençale, qui sait allier les saveurs du terroir au parfum de l'Orient pendant le repas. Un troubadour divertit l'assemblée de ses chants. Maître père de cordes, poète réputé dans toute l'Occitanie, s'accompagne de sa vielle en interprétant un lait d'amour courtois. Sa voix mélodieuse raconte l'histoire d'un chevalier épris d'une dame inaccessible, qui accomplit 1000 exploits pour mériter un seul regard de celle qu'il aime. Ces récits de passion noble et d'héroïsme désintéressé transportent l'auditoire dans un monde idéal où l'amour transfigure l'existence. Dame Alix écoute avec ravissement ces histoires merveilleuses qui nourrissent ses rêves de jeune fille. Elle s'imagine en châtelaine de romans, inspiratrice de hauts faits, distributrice de récompenses aux preux chevaliers, car l'amour courtois, même s'il reste souvent platonique, donne un sens poétique à l'existence noble et transforme les relations sociales en œuvres d'art. Hugues, lui, préfère les chansons de gestes qui racontent les exploits de Roland et des 12 pères de Charlemagne. Ces récits épiques enflamment son imagination guerrière et lui donnent envie de se couvrir de gloire sur les champs de bataille. Il se voit déjà chargeant l'ennemi l'épée haute, défendant la chrétienté contre les infidèles, conquérant des royaumes lointains au nom de son roi. Petit Pierre, trop jeune encore pour comprendre toutes les subtilités de la poésie courtoise, cède et reste davantage aux histoires de saints et de miracles que lui raconte Domanson. Le chapelain possède un répertoire inépuisable de légendes pieuses, Saint-Martin partageant son manteau, Saint-Georges terrassant le dragon, Sainte Cécile convertissant ses bourreaux par la beauté de son chant. Ces récits merveilleux peuplent l'imaginaire de l'enfant et nourrissent sa foi naissante. Quand vient l'heure du coucher, les invités se retirent dans les chambres qui leur ont été préparées. Messire Raymond occupe la chambre d'honneur de la tourette, tendue de tapisseries représentant l'histoire de Troie. Ses écuyers logent dans une pièce voisine, tandis que ses hommes d'armes trouvent place dans la salle des gardes, car l'hospitalité médiévale s'étend à toute la suite des invités, selon des règles précises qui garantissent le confort de chacun selon son rang. Dans sa chambre, Dame Isabelle fait le bilan de cette journée qui s'achève. Les négociations matrimoniales ont abouti, l'alliance est scellée, l'avenir de son fils assuré. Elle pense à demoiselle Béatrice qu'elle va bientôt accueillir comme une fille aux petits-enfants qui naîtront de cette union, à la continuité de la lignée qui se perpétuera par-delà sa propre existence. Messire Bertrand, lui, révise mentalement les clauses du contrat qui sera signé le mois prochain. Cette alliance renforce sa position politique et assure l'avenir de son héritier. Mais surtout, elle s'inscrit dans cette logique féodale qui fait de chaque mariage un acte de gouvernement, de chaque union une alliance entre des familles, des terres, des intérêts. Il songe à cette fiancée qu'il ne connaît pas encore mais qu'il épousera dans moins de l'un. Il se demande si elle est jolie, si elle saura l'aimer, si elle lui donnera des fils dignes du nom qu'il porte. Car même dans les mariages arrangés, l'espoir de l'amour n'est jamais totalement absent. Et un garçon de 13 ans garde toujours le droit de rêver. Dans la tour de garde, les sentinelles vaillent sous les étoiles, leurs pas résonnent sur le chemin de ronde, et leurs voix échangent les mots de passe rituels qui ponctuent les heures de la nuit. Car un château ne dort jamais complètement, il y a toujours des hommes en armes pour monter la garde, des serviteurs pour entretenir les feux, des clercs pour prier dans la chapelle. Au dehors, la Provence s'endort sous un ciel constellé d'étoiles. Les villages blottis dans la vallée éteignent à une leur lumière, les bergers rassemblent leurs troupeaux autour des feux de camp. Les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle cherchent un abri pour la nuit. La vie continue son cours éternel, rythmée par les cloches des églises et les saisons qui passent, mais au château de Roqueperdrix, tout est calme et sécurité, les murs épais protègent du vent et des intempéries, les réserves bien garnies mettent à l'abri de la famine, la garde vigilante écarte du danger. C'est cela, la douceur de vivre dans un château médiéval, cette impression de sécurité absolue, de continuité des générations, de participation à un ordre millénaire voulu par Dieu lui-même. Et demain, quand le soleil se lèvera de nouveau sur les créneaux de pierre blonde, la vie reprendra selon le même rythme immémorial, messe matinale, audience judiciaire, entraînement militaire, travaux domestiques, prière du soir. Car c'est cela, l'essence de la civilisation médiévale, cette alternance parfaitement réglée entre le sacré et le profane, entre la guerre et la paix, entre les joies terrestres et l'espérance du salut éternel. Le 3e jour de la foire s'ouvre sur une animation encore plus intense que les précédents. Les
Négociations préliminaires sont terminées, les marchandises ont été examinées. Les prix commencent à se dessiner. C'est maintenant que se jouent les véritables enjeux commerciaux, quand les fortunes se font et se défont au gré des tractations les plus subtiles. Dans son bureau voûté, Maître Gauthier de Provins reçoit Messire Guillaume de Villardouin, l'un des plus puissants banquiers de l'époque, ce descendant du chroniqueur de la 4e croisade a reconverti sa famille dans les affaires financières avec un succès remarquable. Sa banque, installée rue Saint-Jacques à Paris, possède des succursales de Londres à Constantinople, de Séville à Novgorod, car les foires de Champagne sont devenues le laboratoire des innovations financières les plus audacieuses. Ces marchands italiens, flamands et français inventent jour après jour les techniques qui révolutionneront l'économie européenne, la lettre de change, qui permet de transférer des fonds sans risquer le vol sur les routes, transforme les relations commerciales internationales. Plus besoin de transporter des sacs d'or et d'argent à travers l'Europe, une simple lettre signée à Provins permet de retirer des espèces à Gênes ou à Bruges. Messire Guillaume explique à Maître Gauthier les subtilités du nouveau système comptable qu'il vient d'adopter. Inspiré des méthodes lombardes, il permet de tenir une comptabilité rigoureuse de toutes les opérations, de calculer les profits et les pertes avec précision, d'anticiper les fluctuations du marché. Ces livres de comptes, tenus en partie double selon la méthode génoise, révolutionnent la gestion commerciale. Dans la grande Alodra, l'effervescence atteint son comble. Maître Renaud de Bruges négocie âprement avec Messire Boniface de Milan l'achat de 50 pièces de ses plus beaux draps, le Milanais, représentant d'une des plus puissantes familles marchandes d'Italie, cherche à constituer un stock qui sera revendu avec profit sur les marchés méditerranéens. La négociation se déroule selon un rituel complexe qui mêle courtoisie et âpreté commerciale. D'abord, on examine minutieusement la marchandise, qualité du tissage, solidité de la teinture, régularité du grain. Maître Renaud déplie ses plus belles pièces avec la fierté d'un artiste, présentant ses œuvres. Ces draps de Bruges, tissés dans les ateliers les plus réputés de Flandre, représentent le summum de l'art textile européen. Puis viennent les discussions sur les prix. Le Flamand demande 25 livres tournois la pièce, prix qui reflète la qualité exceptionnelle de sa marchandise. L'Italien propose d'abord 15 livres, chiffre manifestement insuffisant mais qui ouvre la négociation, peu à peu, au fil des arguments échangés. Les positions se rapprochent, on invoque la qualité des laines anglaises utilisées, le savoir-faire des tisserands brugeois, la réputation séculaire des draps flamands. Mais au-delà des aspects techniques, c'est tout un jeu psychologique qui se déploie. Il faut savoir montrer sa détermination sans paraître entêté, manifester son intérêt sans révéler son empressement, faire valoir ses arguments sans offenser son interlocuteur. Un bon négociateur doit posséder toutes les qualités d'un diplomate, car ces tractations commerciales engagent souvent l'avenir de relations qui se perpétueront pendant des décennies. L'accord se conclut finalement à 22 livres la pièce, prix qui satisfait les deux parties. Maître Renaud y trouve un bénéfice substantiel qui justifie les risques et les frais de transport. Messire Boniface acquiert une marchandise de qualité qu'il pourra revendre avec profit sur les marchés italiens. Mais surtout, cette transaction consolide des relations commerciales qui dépassent largement le cadre de cette seule affaire, car le commerce médiéval repose avant tout sur la confiance mutuelle. Dans un monde où les communications sont lentes et incertaines, où les moyens de contrôle sont limités, la parole donnée constitue le fondement de toute transaction. Un marchand qui trahit sa parole se trouve rapidement exclu des grands circuits commerciaux. À l'inverse, celui qui honore scrupuleusement ses engagements voit sa réputation grandir et ses affaires prospérer. Dans l'atelier de Maître Pierre Lorfèvre, la clientèle se presse pour admirer ses dernières créations. Ce Provinois a su adapter son arrose goût cosmopolite de la foire. Ses coupes ciselées s'inspirent des modèles byzantins rapportés par les croisés. Ses bijoux adoptent les techniques de filigrane apprises des artisans andalous. Ces reliquaires s'ornent de gemmes orientales sélectionnées par les marchands vénitiens. Dame Constance de Flandre, épouse d'un riche marchand brugeois, examine attentivement un collier d'une facture exceptionnelle. Les perles, venues des mers lointaines par les galères génoises, alternent avec des saphirs de Ceylan dans un montage d'une délicatesse extrême. Ce bijou, qui vaut une fortune, témoigne du raffinement que peut atteindre l'artisanat français quand il dispose des matières premières les plus précieuses. Mais Maître Pierre ne se contente pas de créer de beaux objets. Il innove constamment dans ses techniques. Il vient de mettre au point une nouvelle méthode de dorure qui donne à ses pièces un éclat incomparable. Cette découverte, fruit de longues expérimentations, lui assure un avantage décisif sur ses concurrents et attire une clientèle toujours plus exigeante, car l'artisanat médiéval ne se contente pas de reproduire les modèles traditionnels.
Il évolue constamment sous l'influence des échanges commerciaux. Les techniques se diffusent d'un bout à l'autre de l'Europe, les styles se mélangent, les innovations se propagent. Les foires de Champagne constituent un laboratoire artistique où se rencontrent toutes les traditions esthétiques de l'Occident chrétien. Dans les écuries de l'Écu de France, Maître Johann de Cologne soigne personnellement ses chevaux de trait, ces animaux robustes, qui ont transporté ces marchandises sur plus de 1000 km, méritent tous ces égards car leur santé conditionne la réussite de l'expédition suivante. Le Maître palefrenier de l'auberge Hugues Leroux examine chaque bête avec l'œil expert d'un vétérinaire, car les chevaux constituent l'infrastructure indispensable du commerce médiéval. Sans ces animaux infatigables, aucun échange à longue distance ne serait possible. Leur élevage, leur dressage, leur entretien mobilise des compétences techniques considérables. Un bon cheval de trait vaut souvent plus cher qu'une maison, et sa perte peut ruiner un marchand. Les progrès de l'attelage révolutionnent les transports. Le collier d'épaule, invention récente qui remplace l'ancien collier de gorge, permet aux chevaux de tirer des charges beaucoup plus lourdes sans s'étrangler. Les fers à clous, perfectionnés par les maréchaux ferrants, protègent les sabots sur les routes empierrées. Ces innovations techniques, apparemment mineures, transforment l'économie européenne en rendant les transports plus sûrs et plus rentables. Maître Johann profite de cette halte pour faire réparer ses chariots par les artisans locaux. Ces véhicules, soumis à rude épreuve sur les routes défoncées, nécessitent un entretien constant. Roues cerclées de fer, essieux renforcés, bâches imperméables. Tout doit être vérifié et réparé si nécessaire. L'art du charron atteint une sophistication remarquable pour répondre aux exigences du transport commercial. Dans la maison de Maître Gauthier, Dame Agnès reçoit les épouses des principaux marchands étrangers. Ces réunions féminines, en marge de négociations masculines, jouent un rôle important dans le renforcement des liens commerciaux, car les femmes de marchands ne se contentent pas d'un rôle décoratif. Elles participent activement aux affaires de leurs époux, conseillent, négocient parfois, tissent des relations durables. Dame Ermengarde de Bruges, épouse de Maître Renaud, apporte les dernières nouvelles de Flandre. La récolte de lin s'annonce exceptionnelle cette année, ce qui laisse présager une production textile abondante. En revanche, les troubles politiques entre le comte de Flandre et le roi de France inquiètent les marchands qui craignent des perturbations sur les routes commerciales. Dame Béatrice de Gênes, femme de Messire Otonio, raconte les merveilles de l'Orient qu'elle a visitées lors du dernier voyage de son époux. Constantinople aux 1000 coupoles, Trébizonde au marché parfumé, Caffa aux entrepôts regorgeant de fourrures russes. Ces récits exotiques fascinent l'auditoire et alimentent les rêves d'aventures commerciales, car les épouses de marchands possèdent souvent une culture géographique remarquable. Elles connaissent les routes commerciales, les productions régionales, les usages des différents pays. Cette érudition leur permet de conseiller utilement leurs maris, de participer aux décisions importantes. Dame Maïl de Dara évoque les difficultés particulières du commerce féminin. Dans un monde dominé par les hommes, une femme marchande doit faire preuve de qualités exceptionnelles pour s'imposer. Elle doit allier la fermeté nécessaire aux affaires et la diplomatie indispensable aux relations sociales. Son succès témoigne que les femmes peuvent réussir dans le commerce quand elles en ont l'opportunité. Dans la halle aux épices, Messire Giacomo de Venise déploie ses trésors orientaux avec la fierté d'un conquistador. Ces substances précieuses, rapportées des confins de l'Asie par les galères vénitiennes, valent littéralement leur pesant d'or. La cannelle de Ceylan, le poivre noir de Malabar, la noix muscade des Moluques. Autant de produits qui transformeront la cuisine européenne et enrichiront les marchands assez audacieux pour les importer. Mais Messire Giacomo ne vend pas seulement des épices culinaires. Ces ballots contiennent aussi les drogues médicinales les plus recherchées, le gingembre qui fortifie l'estomac, la rhubarbe qui purge les humeurs, l'aloès qui cicatrise les plaies. Ces remèdes orientaux, auréolés du prestige de la médecine arabe, séduisent les médecins européens qui voient des panacées miraculeuses. La vente de ces produits exotiques demande des compétences particulières. Il faut savoir reconnaître la qualité des épices, détecter les falsifications, évaluer la fraîcheur des drogues. Messire Giacomo a appris ces techniques auprès des meilleurs spécialistes de Venise. Cette république marchande qui a fait du commerce oriental sa spécialité, frère Augustin de Clany, envoyé de la puissante abbaye bourguignonne, négocie l'achat de parchemins pour le scriptorium monastique. Cette peau de mouton finement préparée, indispensable à la copie des manuscrits, constitue l'un des produits les plus demandés de la foire, car les monastères, centres intellectuels de l'Europe médiévale, consomment d'énormes quantités de parchemin pour leurs activités de copie et d'enluminure. Le moine examine attentivement la qualité du parchemin proposé par les artisans de Provins.
Cette peau doit être parfaitement lisse, d'une blancheur immaculée. Suffisamment résistante pour supporter l'écriture à la plume, un parchemin défectueux peut compromettre des mois de travail et ruiner une œuvre d'art irremplaçable. Mes frères Augustin ne se contentent pas d'acheter du parchemin. Ils recherchent aussi les pigments nécessaires aux enluminures. L'outre-mer pour les bleus célestes, le vermillon pour les rouges flamboyants, l'orpime pour les ors éclatants. Ces couleurs précieuses, souvent emportées de très loin, permettent aux enlumineurs de créer ces chefs-d'œuvre qui ornent les manuscrits médiévaux. Dans l'atelier de maître Robert le Changeur, l'activité bat son plein. Cette profession, indispensable au fonctionnement des foires internationales, demande des compétences techniques considérables. Il faut connaître la valeur de toutes les monnaies européennes, savoir détecter les fausses pièces, calculer les taux de change selon les fluctuations du marché. Maître Robert manipule avec dextérité les différentes espèces qui affluent à Provins, livres tournois françaises, marques d'argent flamand, florin d'or florentin, ducat vénitien, sterling anglais, max allemand. Chaque monnaie a son poids, son titre, sa valeur intrinsèque qu'il faut évaluer avec précision. Une erreur de calcul peut coûter cher dans ces opérations où se brassent des fortunes considérables. Mais le métier de changeur ne se limite pas aux opérations de change. Maître Robert garde en dépôt les fonds des marchands, leur avance des capitaux pour leurs achats, leur ouvre des crédits pour leurs expéditions futures. Il devient ainsi un véritable banquier dont l'activité irrigue tout le commerce de la foire, car la finance médiévale atteint déjà une sophistication remarquable. Les techniques développées par les banquiers italiens rivalisent avec celles des établissements modernes, le crédit, l'escompte, les virements. Toutes ces opérations sont pratiquées couramment dans les grandes foires internationales. Messire Thibaut de Champagne fait sa tournée quotidienne pour vérifier le bon déroulement des opérations. Ce seigneur éclairé comprend que la prospérité de ces domaines dépend largement du succès des foires. Les taxes qu'il perçoit sur les transactions représentent une part importante de ses revenus. Et il veille jalousement au maintien de l'ordre et de la sécurité. Sa présence rassure les marchands qui savent pouvoir compter sur une protection efficace. Les sergents d'armes qui l'accompagnent patrouillent constamment dans les rues de la foire, dissuadant les voleurs et les perturbateurs. Cette sécurité, exceptionnelle pour l'époque, constitue l'un des atouts majeurs des foires de Champagne. Mais Messire Thibaut ne se contente pas de maintenir l'ordre, il arbitre les conflits commerciaux, tranche les litiges, fait respecter les règlements de la foire. Sa justice, rapide et équitable, évite que les différends ne dégénèrent en véritables procès qui paralyseraient le commerce dans les tavernes qui bordent les rues principales. Marchands et artisans se retrouvent pour échanger les nouvelles et conclure des affaires dans une atmosphère plus détendue. L'Épée et la Rose, établissement tenu par Maître Hugues le Tavernier, accueille une clientèle cosmopolite qui apprécie sa cuisine internationale et ses vins de qualité. Ici se côtoient toutes les nationalités représentées à la foire. Un marchand d'anglais explique à ses interlocuteurs les particularités de l'élevage au vin dans les Cowell. Un banquier florentin expose ses théories sur la circulation monétaire. Un drapier brugeois décrit les nouvelles techniques de teinture mises au point dans les Flandres. Ces conversations informelles contribuent largement à la diffusion des innovations techniques et des pratiques commerciales. Les idées circulent aussi librement que les marchandises, et les foires deviennent ainsi des centres de progrès qui transforment progressivement l'économie européenne. Maître Hude, ancien marchand reconverti dans l'hôtellerie, sait que sa taverne joue un rôle important dans la vie de la foire. Il veille à créer une atmosphère conviviale qui favorise les échanges, propose des spécialités culinaires adaptées au goût de sa clientèle internationale, maintient un niveau de service qui fidélise les habitués, car l'art de l'hospitalité fait partie intégrante de l'infrastructure commerciale médiévale. Un bon aubergier ou tavernier contribue au succès de la foire en créant les conditions favorables aux rencontres et aux négociations. Sa réputation rejaillit sur celle de toute la ville. Quand vient l'heure de vêpres, l'activité ne ralentit pas pour autant. Les négociations se poursuivent à la lueur des chandelles, car les enjeux sont trop importants pour que l'on perde du temps. Dans les arrière-boutiques, les contrats se signent, les accords se concluent. Les partenariats se nouent pour les années à venir. Maître Gauthier de Provins fait le bilan de cette troisième journée avec satisfaction. Les transactions se multiplient, les prix se stabilisent. L'ambiance reste excellente malgré l'intensité de la concurrence. Tout laisse présager que cette foire de la Saint-Aeul se classera parmi les plus réussies de l'année. Mais il sait que les jours les plus importants restent à venir. La semaine prochaine verront les grandes transactions, celles qui engagent des fortunes entières et déterminent l'orientation du commerce européen pour les mois suivants. C'est alors que se révéleront les véritables gagnants et perdants de cette gigantesque partie d'échec commercial. Dans sa chambre de l'Écu de France,
Messire Antonio de Gênes examine ses comptes à la lueur d'une chandelle. Les chiffres sont encourageants, ses soieries trouvent preneur à bon prix. Ses épices s'arrachent malgré leur cherté. Ces pierres précieuses séduisent la clientèle aristocratique. Mais surtout, il a noué de nouveaux contacts qui ouvriront de nouveaux marchés à ses prochaines expéditions. Car c'est cela, l'essence même du commerce médiéval, cette capacité à tisser des réseaux de relations qui transcendent les frontières nationales et religieuses. Un marchand génois peut traiter d'égal à égal avec un banquier florentin, un drapier brugeois ou un orfèvre parisien. Cette fraternité commerciale préfigure l'Europe unie de demain, et tandis que, la nuit étend son manteau étoilé sur Provins endormi, les rêves des marchands se peuplent de navires chargés d'or, de caravanes aux ballots précieux, de comptoirs lointains où s'échangent les richesses du monde, car ils portent en eux cette ambition qui transformera l'Europe médiévale, faire du commerce non plus un simple échange de nécessité, mais un art de vivre qui unit les peuples dans la prospérité partagée. La dernière semaine de la foire de Provins s'ouvre dans une atmosphère particulière. Mélange d'effervescence commerciale et de mélancolie qui précède les départs, car bientôt, cette ville transformée en capitale temporaire du commerce européen retrouvera son visage ordinaire, et les marchands reprendront leur route vers leur lointaine patrie. Mais avant que ne sonne l'heure des adieux, il reste encore d'importantes affaires à conclure et des fortunes à bâtir. Dans l'officine de maître Guillaume le Changeur, l'activité atteint son paroxysme. Les règlements de compte se multiplient, car c'est traditionnellement en fin de foire que s'effectuent les paiements définitifs. Ce système, mis au point par l'ingéniosité des marchands, permet d'éviter la manipulation constante d'espèces sonnantes et trébuchantes. Tout au long de la foire, on achète et on vend à crédit en notant soigneusement chaque transaction. Puis vient le moment des comptes, où l'on additionne les dettes et les créances pour ne régler que les soldes. Maître Guillaume, le visage grave sous son bonnet de feutre noir, vérifie minutieusement chaque écriture dans ses registres. Cet homme de 45 ans, formé dans les écoles italiennes de Florence et de Sienne, maîtrise toutes les subtilités de la comptabilité commerciale. Ses livres, tenus en partie double selon la méthode génoise, retracent avec une précision remarquable toutes les opérations effectuées depuis l'ouverture de la foire, car cette comptabilité représente une véritable révolution dans l'histoire du commerce. Pour la première fois, il devient possible de mesurer exactement les profits et les pertes, d'anticiper les fluctuations du marché, de planifier les investissements futurs. Ces techniques, développées par les banquiers lombards et toscans, transforment le commerce de simple troc en véritable science économique. Messire Antonio de Gênes se présente ce matin chez le changeur pour régler ses dernières opérations. Son bilan commercial s'avère excellent. Il a vendu toutes ses soieries orientales à des prix supérieurs à ses espérances, écoulé ses épices auprès d'une clientèle fortunée, et surtout établi de nouveaux contacts qui faciliteront ses futures expéditions. Mais au-delà de ses succès immédiats, c'est tout un réseau de relations qu'il a tissé au cours de ces 3 semaines. Le Génois a notamment conclu un accord de partenariat avec Maître Renaud de Bruges pour l'importation de draps flamands en Méditerranée. Cette alliance entre l'expertise textile du Nord et les circuits commerciaux italiens promet d'être fructueuse pour les deux parties. Elle illustre aussi cette capacité d'adaptation qui caractérise les grands marchands médiévaux, toujours prêts à saisir les opportunités nouvelles dans les entrepôts qui bordent la grande place. L'activité de conditionnement bat son plein. Les marchandises achetées pendant la foire doivent être préparées pour le voyage de retour. Ballots de draps soigneusement empaquetés dans des toiles imperméables, caisses d'épices protégées par de la paille et de la cire, coffrets de bijoux renforcés par des ferrures solides. Chaque type de produit exige un conditionnement spécifique. Maître Hugues l'emballeur, artisan spécialisé dans cette activité cruciale, supervise ses ouvriers avec une attention méticuleuse, car de la qualité de l'emballage dépend souvent l'état des marchandises à l'arrivée. Un ballot mal protégé peut voir son contenu endommagé par l'humidité. Un coffret insuffisamment renforcé risque de se briser sur les routes cauteuses. Ces détails, techniques apparemment mineurs, conditionnent la rentabilité de toute l'opération commerciale. L'art de l'emballage médiéval atteint déjà une sophistication remarquable. Les marchands ont développé des techniques ingénieuses pour protéger leurs biens. Toiles cirées contre l'humidité, coussins de paille contre les chocs, compartiments multiples pour éviter que les produits ne s'entremêlent. Ces innovations, fruits de l'expérience accumulée au fil des siècles, témoignent de l'ingéniosité pratique des hommes du Moyen-Âge dans la grande halle aux draps. Maître Renaud de Bruges procède aux dernières ventes de sa collection. Ses plus belles pièces, conservées précieusement pour cette fin de foire, attirent une clientèle fortunée soucieuse d'acquérir des produits d'exception. Dame Marguerite de Montmorency, épouse d'un puissant seigneur royal,
Examine attentivement un drap écarlate d'une qualité exceptionnelle, cette étoffe, tissée dans les ateliers les plus réputés de Gand, présente toutes les caractéristiques du grand art textile flamand. La laine utilisée, importée d'Angleterre à grands frais, possède une finesse et une douceur incomparables. La teinture, réalisée avec de la cochenille importée d'Espagne, offre un rouge profond qui ne ternira jamais. Le tissage enfin, exécuté par des artisans dont le savoir-faire se transmet de père en fils, atteint une perfection technique remarquable. Dame Marguerite négocie âprement le prix de cette merveille textile. Elle sait que Maître Renaud, pressé de liquider ses stocks avant le départ, peut consentir des conditions avantageuses. Mais le Flamand, commerçant expérimenté, ne cède pas facilement. Il met en avant la rareté de sa marchandise, la perfection de sa qualité, la réputation séculaire des draps de Gand. Dans l'atelier de Maître Pierre Lorfèvre, les derniers clients se pressant pour acquérir ses créations, un riche bourgeois de Paris examine un anape d'argent doré d'une facture exceptionnelle. Cette coupe, destinée à orner sa table lors des grandes occasions, témoignera de sa réussite sociale et de son goût artistique, car l'orfèvrerie médiévale ne se contente pas de créer de beaux objets. Elle matérialise le statut social de ses propriétaires. Maître Pierre explique à son client l'aise subtilité technique de son œuvre. Cette coupe a été martelée dans une seule feuille d'argent, selon une technique héritée de l'Antiquité. Les motifs ciselés s'inspirent des bestiaires médiévaux, griffons aux ailes déployées, lions passants, aigles couronnés. Tout un monde fantastique qui transforme l'objet utilitaire en œuvre d'art. Frère Thomas de Saint-Denis termine ses achats pour l'abbaye royale. Ce moine lettré, familier des cours princières, a sélectionné avec soin les produits qui serviront aux cérémonies liturgiques et aux présents diplomatiques. Tissus précieux pour les ornements sacerdotaux, épices rares pour parfumer l'encens, métaux précieux pour les reliquaires. Chaque acquisition obéit à des critères esthétiques et spirituels précis. Dans les écuries de l'Écu de France, les préparatifs de départ s'intensifient. Palefreniers et charretiers vérifient une dernière fois l'état des véhicules et des attelages, car le voyage de retour s'annonce long et difficile, surtout pour les convois chargés de marchandises précieuses. Il faut prévoir les étapes, négocier les passages de péage, organiser l'escorte qui découragera les brigands. Maître Joanne de Colonne supervise personnellement le chargement de ces chariots. Ces fourrures russes, soigneusement emballées dans des ballots étanches, côtoient l'ambre baltique et les métaux précieux de Bonn. Cette cargaison, qui représente la fortune accumulée pendant plusieurs années de labeur, doit être protégée avec un soin extrême. L'Allemand a engagé une escorte de 12 hommes d'armes pour sécuriser son convoi. Ces mercenaires, expérimentés, habitués aux dangers de la route, connaissent tous les points sensibles du parcours. Ils savent où les brigands ont l'habitude de tendre leurs embuscades, quelles précautions prendre dans les passages difficiles, comment organiser la défense en cas d'attaque. Dame Maïlda a fait également ces derniers préparatifs. Sa réussite commerciale lui permet d'envisager l'avenir avec optimisme. Elle projette d'ouvrir un comptoir permanent à Provins pour profiter de la clientèle qui fréquente les foires. Cette décision témoigne de la confiance qu'inspirent les institutions champenoises aux marchands européens, car les foires de Champagne doivent leur succès à la stabilité politique et juridique de cette région. Les comtes de Champagne ont su créer un cadre légal favorable au commerce international. Leurs tribunaux spécialisés règlent rapidement les litiges. Leurs sergents assurent efficacement la sécurité. Leurs privilèges fiscaux attirent les négociants de toute l'Europe, dans la demeure de Maître Gauthier. Les préparatifs du banquet d'adieu battent leur plein. Cette réception traditionnelle réunit les principaux organisateurs et participants de la foire. Elle marque la fin officielle des transactions et permet aux marchands d'échanger leurs impressions avant la dispersion générale. Dame Agnès supervise les cuisines où s'élaborent des mets raffinés inspirés des cuisines de toute l'Europe. Menu cosmopolite qui reflète la diversité de la foire, potage aux épices orientales, poisson accommodé à la mode italienne, viande rôtie selon les usages flamands, dessert confectionné d'après les recettes andalouses. Cette gastronomie internationale illustre les échanges culturels qui accompagnent le commerce. La salle de réception, tendue de tapisseries précieuses, s'illumine de centaines de chandelles. L'orfèvrerie locale rivalise avec les productions étrangères pour créer un décor somptueux. Car ce banquet n'est pas seulement une fête. C'est aussi un spectacle qui doit frapper l'imagination des invités et renforcer la réputation de Provins. Les convives arrivent peu à peu, revêtus de leurs plus beaux atours. Chaque costume témoigne de la richesse et du raffinement de son propriétaire, soieries orientales, draps flamands, fourrures germaniques, bijoux italiens. Cette élégance cosmopolite transforme la réception en véritable défilé de mode international.
Maître Gauthier accueille ses hôtes avec la courtoisie qui convient à son rang. Il remercie chacun pour sa participation au succès de la foire, évoque les projets d'amélioration pour l'année suivante, exprime l'espoir de revoir tous ces visages familiers lors des prochaines échéances commerciales. Les discours alternent avec les services, dans une ambiance détendue qui contraste avec l'intensité des négociations passées. Messire Antonio de Gênes évoque les merveilles de l'Orient qu'il rapportera lors de son prochain voyage. Maître Renaud de Bruges décrit les innovations techniques qui révolutionnent l'industrie textile. Flamande, Dame Maïl de Dara raconte les difficultés particulières du commerce féminin. 16. Conversation révèle l'extraordinaire ouverture d'esprit de ces marchands médiévaux. Loin d'être de simples boutiquiers, ils possèdent une culture géographique et technique remarquable. Leurs voyages les ont familiarisés avec les coutumes les plus diverses. Leurs affaires les ont initiés aux innovations les plus récentes. Cette érudition pratique fait d'eux les véritables intellectuels de leur époque. Quand vient l'heure des adieux, l'émotion gagne l'assemblée, car ces hommes et ces femmes, venus de toute l'Europe pour quelques semaines de commerce intense, ont noué des liens qui dépassent largement leurs intérêts matériels. Ils se sont découverts des affinités, ont partagé leurs expériences, ont appris à s'estimer mutuellement. Les promesses de retrouvailles se multiplient. Rendez-vous sont pris pour les prochaines foires de Champagne. Invitations lancées pour des visites dans les patries respectives. Projets échafaudés pour de futures collaborations, car le commerce médiéval ne se limite pas aux transactions ponctuelles. Il tisse des réseaux durables qui résistent aux distances et aux frontières. Le lendemain matin, l'exode commence. Les premiers convois s'ébranlent dans le petit jour, précédés d'éclaireurs qui sondent la route. Grincement des essieux, claquement de fouet, hennissement des chevaux. Tout ce vacarme familier résonne une dernière fois dans les rues de Prova avant de s'éloigner. Vers l'horizon, Maître Gauthier, du haut des remparts, regarde partir ses hôtes avec une mélancolie teintée de fierté. Une fois de plus, sa ville a tenu son rang de capitale commerciale européenne. Les bénéfices réalisés permettront d'améliorer encore les infrastructures, d'attirer une clientèle toujours plus nombreuse, de maintenir cette prospérité qui fait l'orgueil de la Champagne. Mais déjà, il pense à la prochaine échéance. Dans quelques mois s'ouvrira la foire de la Chandeleur, puis celle de Pâques, dans un cycle qui ne s'interrompt jamais, car les foires de Champagne ont créé un rythme commercial nouveau qui structure désormais l'économie européenne. Elles ont inventé cette Europe marchande qui préfigure l'Europe moderne. Dame Agnès, dans sa cuisine silencieuse, range la vaisselle d'apparat en pensant aux amitiés nouées pendant ces semaines intenses. Elle correspond régulièrement avec Dame Ermengarde de Bruges et Dame Béatrice de Gênes, échangeant recettes culinaires et nouvelles familiales. Ces relations féminines, tissées en marge du commerce masculin, contribuent aussi à l'union de l'Europe. Dans les rues désertes de Prova, les derniers marchands attardés terminent leurs affaires. Quelques étals demeurent ouverts pour écouler les stocks restants à prix réduit. L'animation s'éteint progressivement, laissant place au calme habituel d'une petite ville de province. Pourtant, l'influence de ces foires déborde largement leurs limites temporelles et géographiques. Les innovations techniques expérimentées ici se diffusent dans toute l'Europe. Les modes lancés à province font école dans les capitales. Les idées échangées lors d'éveillés transforment les mentalités du continent. Car c'est cela, le véritable miracle des foires de Champagne, avoir transformé le commerce de simple nécessité économique en facteur d'unification culturelle. Elles ont créé cette Europe des marchands qui annonce l'Europe des humanistes et celle des Lumières. Elles ont prouvé que l'échange enrichit non seulement les bourses, mais aussi les esprits et les cœurs. Et maintenant, tandis que les derniers échos de cette grande fête commerciale s'éteignent dans la paix champenoise, tandis que les chariots chargés d'espoir et de richesse s'éloignent sur les routes d'Europe, un rêve continue de vivre, celui d'un continent uni par les liens du CONMRC et de l'amitié, où les peuples échangent leur production et leur culture dans un esprit de prospérité partagée. Dormez bien, chers auditeurs, et que ces images d'un passé industrieux bercent vos rêves de leur dynamisme apaisé. Si cette plongée dans les foires médiévales vous a apporté la détente que vous cherchiez, dites-le moi en commentaire, et partagez avec nous d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. Il y a quelque chose de merveilleux à savoir que nous sommes nombreux, dispersés aux quatre coins du monde, à nous endormir sur ces mêmes histoires qui racontent l'aventure humaine du commerce et des échanges. Et si vous avez aimé cette exploration de la Champagne médiévale, abonnez-vous pour découvrir bientôt d'autres destinations, d'autres époques, d'autres facettes de cette Europe en construction qui trouve dans le commerce ses premières raisons d'espérer en un avenir commun. Bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles aventures dans les couloirs du temps. Là-haut résonnent encore les voix de ceux qui ont inventé notre monde moderne.